Alors Méry, le comédien, l'humoriste, l'acteur. Le clown, le bouffon. Bouffon, ouais, je te jure, c'est un terme qui me plaît beaucoup, qui a été un petit peu galvaudé, détourné, tu vois, mais je trouve que le terme de bouffon correspond plus à un métier qui n'est pas un métier, qui est un état artistique. Voilà, tu vois, je trouve que ça correspond plus. Un saltimbanque. Saltimbanque, c'est bien aussi, ouais. Saltimbanque, ça se balade, ça va de planche en planche, c'est bien, c'est bien aussi, ouais. Et je trouve aujourd'hui, mais c'est mon avis personnel, que tu es devenu aussi un peu comme un influenceur. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par influenceur? Les réseaux sociaux, Internet, je pense que par le rire, tu fais passer beaucoup de messages. Elle est pas énorme? Elle est pas énorme, la carotte? On nous vend des cigarettes. Seulement, il faut pas les fumer parce que c'est pas très bon. On nous vend de l'alcool, il faut pas le boire parce que faut faire attention avec modération parce que c'est pas très bon pour la santé. On nous vend du beurre, mais il faut pas le manger parce que c'est du cholestérol. On nous vend du sel, mais il faut pas le prendre parce que ça fait de la tension. Ah oui. Et oui. Voilà, je pense. Alors ouais, t'as raison. Mais c'est pas vraiment du rire en réalité. C'est de la dérision. C'est-à-dire que je prends des situations extrêmement sérieuses, parfois pénibles, parfois tristes, parfois dramatiques, et je les regarde avec le prisme de la dérision et de la drôlerie. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder une situation même dramatique. Je vois les enlèvements des enfants, les trucs qui sont des trucs horribles. Et en fait, le fait de le traiter par dérision et sous un prisme comique, eh bien en réalité, tu y arrives et surtout tu dédramatises la situation. Et ce qui est très important, c'est que tu ne changes rien à la situation. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a eu un truc horrible, dégueu et tout, ça reste dégueu et tout. Mais le fait de le regarder sous le prisme de la drôlerie, du comique, il faut y arriver, c'est pas évident. Eh bien, tu dédramatises. Je conduis comme un connard, comme un chauffard, je suis malade, parfaitement malade. J'arrive, je ne sais jamais quand. Et surtout, tu ne changes rien à la situation, donc tu fais pas de mal. Quand tu regardes des chaînes d'information qui ne font que dramatiser à longueur de temps pendant des minutes et des minutes et des dizaines de minutes, quand tu regardes la télévision, tu es déprimé au bout de quelques minutes. Pas longtemps. Ouais, ça va extrêmement vite parce qu'ils sont très performants dans ce domaine de dramatisation. Et du coup, tu es toi dans ton état d'esprit extrêmement négatif, extrêmement triste, tu vois. Et je pense que ça ne change rien à l'actualité. Après, on va pas mentir, il y a des gens que ça peut choquer, que ça peut heurter. C'est fait pour. C'est fait pour. Je préfère choquer par le comique, la dérision et le prisme de la dérision que de choquer par la dramatisation excessive des gens qui font des pleurnichards et qui les 3/4 du temps sont beaucoup moins sensibles que les gens comme nous. C'est-à-dire qu'en réalité, cette information-là, ils en ont rien à foutre parce qu'ils en font une profession, un métier, un sujet à vendre. Or, nous, on fait pas ça du tout. On le regarde avec un autre œil et on essaie de dramatiser, y compris pour les familles très proches d'ailleurs. Contrairement, ça a pu être, tu sais, dans les commentaires, on voit, est-ce que tu penses à la famille? Je pense que on pense surtout à la famille, contrairement aux autres. Bien sûr, les gens, ils ont tendance à tout confondre, en fait. Ils ont tendance à penser que c'est humiliant, ou peut-être que tu ne penses pas à la famille, mais au contraire, je pense que parfois, par le rire, tu peux faire passer certains messages qui ne passent pas par le sérieux. C'est de l'arabagnol. Ça commence en arabe, ça se termine en espagnol. Arabagnol. Choukran mucho. On va pas se mentir, tu es quelqu'un qui traite tous les sujets. Je pense que tu n'as pas de tabou, je pense que tu n'as peur de rien. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu peur parce qu'avec l'état actuel des choses, on n'a pas le droit de dire ceci, on va avoir une association sur le dos, on n'a pas le droit de dire cela. Mais je vois que toi, tu fonces en fait. Parce que je n'ai pas peur d'une manière générale ni des critiques. Je vais te dire très honnêtement, les commentaires, les critiques, je ne les lis pratiquement pas. Je veux simplement que les gens s'amusent et passent du bon temps. Je suis de dédramatiser. Donc c'est vrai que j'ai pas cette notion de peur. Attention, c'est hyper dangereux, pas avoir de notion de peur. C'est-à-dire que tu peux te prendre, quand t'as pas peur, tu peux aller te confronter à un mec qui est une montagne, donc tu peux prendre un pas extrêmement violent, tu vois. Mais comme t'as pas peur, t'es un peu concon, t'y vas. Mais je pense que justement, les gens un peu concon, c'est pas mal. Je pense que c'est presque une qualité, c'est quelqu'un de vrai, c'est-à-dire qui n'a pas le cul entre deux chaises et qui revendique ses opinions. C'est toujours l'extérieur, tu sais, toujours le mec de l'œil extérieur. Quand tu fais un spectacle, ça m'est arrivé avec des handicapés qui étaient en chaise, tu vois. Quand je fais le curé notamment, je dis levez-vous, et t'as les mecs en chaise qui se lèvent pas. Mais je me souviens d'un premier rang qui gesticulait dans tous les sens, les mecs ils essayaient de se lever. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant on te remercie parce que tu nous as pas ignorés. Mais cela dit, vous doutiez quand même que vous n'alliez pas vous lever quand je fais lève-toi et marche. Les mecs disaient ouais, on avait un petit doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tenté, tu vois. Alors l'œil extérieur, t'as des gens.
qui ont dit, c'est quand même moche de se manquer des handicapés. Or lui, les handicapés, c'est eux qui viennent en disant merci parce que tu nous as pas ignorés, comme souvent on fait, on nous voit pas. Tu veux? Exact. Et ben là, le mec qui est handicapé, et ce que je peux dire, c'est qu'il est au courant qu'il est handicapé, donc tu lui apprends rien. Il y a que le valide à côté qui va faire oh, c'est pas très joli. Bah si tu parles avec le handicapé, il va dire si, c'est très joli et c'est très gentil. Eh bien, moi qui te connais bien, j'ai remarqué quelque chose qui me surprend parfois. Ouais. Parce qu'on voit ce côté un peu choc, ce côté un petit peu provocateur, ce côté un peu fou parfois. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce que je sais très bien, c'est que tu aimes les gens. Tu aimes les gens, tu ne juges pas les gens. Et ça, moi, je peux en témoigner parce que je te connais très bien et c'est même une qualité que peut-être même moi, je ne l'ai pas à ce point-là. Oui, pourtant, tu as beaucoup d'empathie. Tu as beaucoup d'empathie de par tes dons et tes fonctions volontaires ou involontaires. Mais donc, tu as toute empathie. Mais alors, il faut que je fasse du moi-je. Je sais que je ne suis pas très friand de ça, mais on est là pour ça. C'est le but d'un interview. Donc, l'empathie, oui. Alors, ce qui est un petit peu rigolo et un peu absurde, encore une fois, mais tant mieux, c'est que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je vois quelqu'un sourire. Tu vois. Asseyez-vous. Prenez vos cahiers, vos crayons, et vous écrivez la dicte que T et E. C'est pour ça que peut-être que je fais ce boulot-là, parce que c'est vrai que quand tu vois une salle sourire se marrer, eh ben ça te fait vraiment plaisir. Et comme je suis extrêmement heureux du succès des autres, tu vois, c'est-à-dire quand j'ai un pote qui a beaucoup de succès, qui a un gros succès, eh ben quand je lui dis bravo. Et tant mieux, je suis content pour toi. C'est pas une flatterie, c'est pas une flagornerie, c'est pas une phrase toute faite, c'est réellement sincère. Je suis super heureux qu'un pote ait du succès, ou même que quelqu'un que j'ai l'occasion de rencontrer. Bah oui, j'ai tendance à lui dire belle réussite et bravo et tant mieux, tu vois, et tant mieux. Moi qui te connais, je peux en témoigner, c'est-à-dire que tu vas pas agresser la patte à quelqu'un pour lui faire plaisir, c'est sincère et j'ai même l'impression parfois que c'est un mode de fonctionnement chez toi, de faire attention aux autres, d'aimer les gens, c'est vraiment quelque chose partout où on va, que ça soit la personne qui est dans la rue ou que ça soit la personne qui est très aisée, tu ne fais aucune différence, mais vraiment aucune. Tu sais le truc très détestable, c'est les gens qui se présentent en te disant monsieur machin, maître machin, avocat à la cour. En fait, il a juste à dire son prénom, ça suffit. Se situer socialement est une bêtise, tu vois ce que je veux dire. Donc la grande majorité du temps, quand je rencontre des gens, je ne sais pas du tout qui ils sont, ce qu'ils font, quel est leur statut social, quels sont ses revenus, s'ils sont plus importants que les miens ou pas, parce qu'il faut les gens relativisent toujours par rapport à leurs propres valeurs. Donc ce qui est une bêtise, hein, c'est pas parce que le mec est plus riche que toi, ça va te rendre toi plus riche, tu vois. Donc c'est idiot. Mais enfin, les gens relativisent bêtement, et c'est une grosse bêtise de relativiser. Il faut vivre dans l'absolu, tu vois. Et on se perd sur des fausses valeurs. Donc on a toujours l'impression quand un mec se présente en disant qu'il est chirurgien, avocat, médecin, qui se situe socialement, mais c'est peut-être un énorme connard. On a tous croisé, je citerai pas le nom de quelques camarades que j'ai vu croiser dans les soirées, qui sont des chirurgiens big pointure, tu vois, et qui sont classés et tu vois. Et autour de lui, hein, les gens diront oh, c'est un chirurgien, machin tout. Mais tu passes la soirée avec lui, c'est un énorme connard colossal, tu vois. Donc son statut social et ses revenus et là où il se situe par rapport aux autres, ça restera un gros con, je pense, tu vois. Alors on peut voir de par ta tenue que finalement, financièrement, c'est un petit peu dur pour toi. Ouais, c'est pas simple. Ouais. La finance n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, je trouve que le look, ça me plaît bien. Et ce qui m'amuse, c'est les différences, tu vois. C'est-à-dire que je trouve que l'uniforme est un truc. C'était un phénomène de mode qui revient de façon récurrente. Est-ce qu'on doit mettre l'uniforme à l'école pour tout le monde, pour que tout le monde aime la même tête, la même taille, enfin la taille, ils peuvent pas faire grand chose, mais bon, oui. Sur la même tête, sur le même... Dans le même moule. Dans le même moule, être formaté et je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai que c'est saoulant de voir tous ces mecs casquettes américaines ils savent pas pourquoi, parfois même en tenant des propos totalement anti-américains, en buvant du Coca-Cola, qui ont la barbe, la sacoche, et qui ont tous l'uniforme, et là on leur impose pas. On leur impose pas, c'est la mode. C'est une espèce de pseudo-mode qui leur impose. Mais quand ils sont à l'école, ils disent ah non, l'uniforme surtout pas. Et dès qu'ils sont sortis de l'école, ils le prennent d'eux-mêmes, l'uniforme. Alors je préfère avoir un t-shirt qui n'est pas vieux, mais qui était taché. Alors j'enlève la tache, tu vois. Donc effectivement, ça peut parfois donner quelques trous. Là, le col était un petit peu noir. Et je trouve d'abord, c'est hyper agréable à porter parce que c'est hyper aéré. Donc, on aime vachement bien, t'as les courants d'air qui passent et tout. Et puis, c'est un vrai travail. Tu sais, je suis allé
dans les Caraïbes où je vais souvent et bonjour aux copains des Caraïbes. Et j'avais une tenue comme ça, tu sais, avec un truc comme ça, les shorts complètement déchirés aussi. Et quand je suis arrivé dans un truc très prout-prout, tu sais, les bars de plage, ça, de 200 euros la bouteille de rosé. Et quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, oh, mais que c'est chouette, ta tenue, c'est magnifique. Mais qui fait ça? Alors j'ai cité un genre Jean-Paul Lacroix, tu vois, un mec qui n'existe pas. Et le mec, Jean-Paul Lacroix, mais qui est? C'est un designer, c'est un couturier. Mais j'adore, mais qui te fait ça? C'est extraordinaire, c'est génial, c'est original. Bon voilà, c'est simplement quand tu arrives sur ça aussi, tu vois, c'est l'œil extérieur. Hein. T'as des gens, ils vont envie de voir une marque sur un truc qui ne peut pas en être une, tu vois. Ça pourrait, cela dit. On verra après la diffusion. Ça peut devenir. En tout cas, je suis témoin. Il sort comme ça souvent, très souvent, presque tous les jours. Méry, une question. Pourquoi Méry? Oh là, pourquoi Méry? Ouais, rigolo. C'est un vrai prénom d'abord. Je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pseudo ou quoi que ce soit qu'il en fait. Ou quoi que ce soit qu'il en fait. Eh bien, pas du tout. C'est un prénom. Je pense que ça vient de Médéric. En réalité, je fais partie d'une fratrie de 3 frères et une sœur. J'étais le dernier, donc pas vraiment attendu. Mon papa pris au dépourvu. Ma maman prise, je ne sais pas comment, mais sans doute au dépourvu aussi apparemment. Eh bien, je me retrouve là 9 mois après. Il me garde, tu vois. Bonne idée, parce que j'adore la vie, j'aurais détesté passer à côté. Donc ils me gardent, mais ils n'ont pas trop d'idées de prénom, et on habite à côté on est dunkerquois d'origine, du nord de la France, mais là, ma mère était en région parisienne, et donc mon père se retrouve en région parisienne aussi, mais pas en région parisienne, mais au centre de Paris, vraiment au centre, maintenant le centre Beaubourg aujourd'hui, et t'as simplement juste à côté d'où on habitait, rue des Lombards, t'avais une église qui s'appelait l'église Saint-Méry, M2RI, et je me suis donc retrouvé à m'appeler Méry, puisqu'il n'avait pas trop d'idées de prénom, donc il habitait à côté. Je suis très heureux de ne pas être né porte de Saint-Cloud, parce que je me serais appelé Clou, ou porte de Saint-Ouen, ou je me serais appelé Ouin, tu vois, donc... Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Ouais, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Et ta famille, parle-moi un petit peu de ta famille, une famille d'artistes, une famille... Ouais, une grande partie artistes, une grande partie... mais surtout des gens extrêmement gentils. Alors c'est pour ça que c'est quand même vachement bien, parce que on croise des gens méchants qui savent pas pourquoi, mais sans doute qu'ils ont eu des vies de merde, et ça n'excuse pas, mais ça explique, tu vois. Et puis moi, j'ai eu le pot d'avoir été élevé, notamment... par des femmes, puisque mon père est parti assez tôt quand j'étais gamin. Bon, enfin, je le voyais, ça a toujours resté mon pote, peut-être plus un père, mais en tout cas mon pote. Et c'est toujours, j'étais élevé par des femmes, et des femmes extrêmement gentilles, extrêmement bienveillantes. Alors, ce qui fait que je n'ai pas été élevé dans la haine de ce côté-là. J'ai été élevé que dans de l'amour. Les gens ne savent pas qui se cache derrière Méry, en fait, qui est Méry. On a envie de savoir. Alors, effectivement, apparemment, tu as été élevé par des femmes, mais ouais. Je crois savoir aussi que tu as passé beaucoup de temps ailleurs que chez toi. Oui, j'étais élevé en internat, j'ai fait beaucoup d'internat, j'ai fait une dizaine d'années d'internat. Donc j'étais élevé le week-end par les femmes quand je chantais les week-ends, parce que j'étais pas un élément extrêmement discipliné. J'avais beaucoup ce qu'on appelait des cols, donc je sortais pas les week-ends, ce qui m'a donc fait que je ne suis pas sorti pendant des mois, par exemple. Alors c'est vrai que c'est une vie un peu carcérale, surtout qu'on était chez des curés qui étaient pas des tendres, donc c'était une vie assez carcérale, qui est pas un bon souvenir, mais qui m'a t'arrives toujours à tirer un côté plus, même du moins. Alors c'est quand même des mecs qui m'ont donné une certaine culture, pas la meilleure culture, mais ils m'ont surtout appris à observer de façon vachement intense, et ils m'ont surtout appris, parce que c'était très clérical et très curé, ils m'ont surtout appris que Dieu n'existait pas, et ils m'ont démontré que c'était un leurre, alors que leur but était le contraire. Mais quand tu regardes leurs propos par rapport à leurs agissements, tu comprends très vite que c'est faux, que c'est un leurre, qui mentent volontairement, et que c'est une secte, puisque un segment de la population qui a une pensée commune, ça s'appelle une secte, alors que ça leur plaise ou pas, c'est une secte. Alors ils m'ont rendu anticlérical complet, non pas anti-croyant, hein, ça n'a rien à voir, mais anticlérical et anti-religieux, oui, c'est vrai. Mais c'est pas le cas unique, hein, parce qu'on était, on était quelques gamins comme ça. Et il y en a assez peu qui sont sortis curés. Certains se sont pendus, ils ont préféré la pendaison plutôt que de devenir curé ou d'entrer en religion, ou même de croire. C'est-à-dire qu'il y a un mec ils nous ont éduqués pour avoir un certain rejet de la religion, même total. Pas de la croyance, hein. Je ferai une vraie différence entre la croyance des gens qui croient en un dieu quelconque, peu importe, ou un totem, ou un grand maître de l'univers. C'est une croyance qui leur fait du bien, c'est une conviction personnelle, ce qui n'a rien à voir avec une religion, où là c'est une pensée commune. Et une pensée commune sont des gens qui se réunissent dans des lieux de culte, qui ne devraient pas, ni les églises catholiques, ni les mosquées, ni les synagogues, ne devraient exister. Ça devrait être des lieux d'accueil, comme c'était à la base d'ailleurs, et des lieux d'asile. Pas du tout ces espèces de cérémonies
souvent ridicules, il faut bien le reconnaître, et j'en ai fait un spectacle, qui sont des cérémonies assez souvent ridicules. Et surtout qu'il faut que des gens se relient. Alors c'est très drôle parce que religion c'est relier, et en fait qu'ils se relient pas du tout. Ils font des sectes et des groupes et ils se montent les uns contre les autres. S'il y avait que des croyants, ça ne serait pas un problème. À partir du moment où il y a des religieux et des prophètes, c'est un énorme problème. Tu sais que tu vas pas te faire que des amis encore. Non, j'ai plein d'amis. Et puis, c'est pas très grave de se faire des amis. Ce qui est important, c'est que les gens, tout le monde réagisse et réfléchisse au truc. En disant, c'est peut-être pas complètement idiot qu'il y ait une vraie différence entre la croyance et la religion. Tu sais, quand t'es élevé comme ça, automatiquement, tu te dis, voilà, Dieu existe. Donc, si je comprends bien, de par cette éducation un petit peu particulière, parce que manque de psychologie apparemment, est né un petit peu le spectacle de la grand-messe. Oh, la grand-messe, oui, c'est un truc. Ouais, oui, forcément. Hein. Mes frères, j'ai quand même assisté à pas mal de messes et c'est vrai que la cérémonie est ridicule, elle est désuète, elle est triste, c'est-à-dire que tu as quand même des prêtres qui te parlent d'éternité et de vie éternelle, c'est quand même un peu magnifique la vie éternelle, tu vois. Donc c'est comme ça, ils te font ça avec un ton. Eh oui. Et il rentrera dans l'éternité, tu vois. Tu dis putain, mais pourquoi il fait pas? C'est l'éternité, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Pas du tout. C'est-à-dire que les propos, une fois de plus, ça démontre bien que leurs propos et leurs actes sont incohérents. 3, 4. Dieu est amour, Dieu est ma joie, je dois dans son culte éclater ma joie. Culte, éclater ma joie, il est d'amour immaculé 2 fois. Quand ils te disent qu'il ne faut pas toucher aux petits-enfants et qu'ils les déglinguent, c'est incohérent. Quand ils te disent de l'éternité, et qu'ils te parlent de l'éternité avec une tristesse infinie, c'est que c'est incohérent. Tout ça ne veut rien dire. Sauf que c'est un énorme mensonge. Mais c'est juste des sectes comme des sectes et puis des mouvements de pensée qui ont été créés par Philippe II de Macédoine en 382 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Diviser pour mieux régner et qui a toujours été repris par Jules César, par Napoléon et par Adolf Hitler. C'est pas des références exceptionnelles sur le plan de l'humanité. Hein. Le mot secte va choquer. Ils prendront un dictionnaire quelconque ou un Wikipédia, ils trouveront que la secte est un segment de la population ayant une pensée commune. Donc voilà, c'est donc une définition que je ne fais pas moi-même. Donc les gens, parce que c'est vrai qu'on te connaît sous le ton de l'humour, on connaît tes vidéos, mais les gens ne t'entendent pas parler comme ça. Et moi, je sais une chose, c'est que tu es quelqu'un de très instruit, que tu sais beaucoup de choses et que lorsqu'on discute avec toi, déjà on apprend beaucoup. Et les propos, ils ont toujours un sens en fait. C'est pas une croyance, c'est pas parce que toi tu as pensé que, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et là, tu es en train de me prouver en fait. Oui, enfin, si je détestais les religions comme je les déteste, parce que je les aime vraiment pas, et que je fasse du prosélytisme, alors le prosélytisme, ça veut dire que tu essaies de convaincre les autres pour les ramener dans ton camp, je ferais la même chose qu'eux. Donc effectivement, il y a zéro prosélytisme, c'est juste des propos qui n'engagent que moi, et je ne fais aucun état pour dire « venez penser comme moi », surtout pas. C'est juste un autre truc où on peut se dire que peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, peut-être qu'il y a eu une création scientifique, et tu as toujours les mecs qui vont t'expliquer « oui, mais l'univers, il y a bien un moment donné où quelqu'un a créé l'univers ». Ouais, sans doute, t'as pas la réponse, j'ai pas la réponse, on n'aura pas la réponse, et Dieu ne l'a sans doute pas, parce que si on devait le chercher, et on le cherche depuis des siècles et des siècles, amen, et on le voit toujours pas. Et que ce qu'on voit, ce qui se passe sur la planète Terre, c'est pas une démonstration de je vous pardonne et de l'infiniment bon. Tu vois, c'est pas, donc, si tu veux une fois de plus, tous ces textes-là ne correspondent pas à la réalité des choses. Merci, on est d'accord. Alors Méry, j'ai envie de parler un petit peu de ton papa. Papa, qui était ton papa? Quelle était sa carrière? Mon papa, c'était un chansonnier. Vous allez voir un jeune garçon qui s'appelle Francis Liévin et qui a composé une des plus jolies chansons pour la Tour Saint-Jacques. Alors en attendant les grandes vedettes qui vont venir ce soir, je pense que vos applaudissements porteront bonheur à ce jeune qui vous chante sa chanson. Voici donc Francis Liévin qui vous chante la Tour Saint-Jacques. Et ce qui nous plaît, nous autres clochards, qui nous baladons sans veston et sans cravate, c'est ça. Pour moi qui suis un vrai clochard, qui a usé les pavés de Paname. Un chansonnier qui était ténor et qui voulait être chanteur ténor, mais en fait, il est tombé dans le comique. Et il a fait du cabaret toute sa vie, et c'était un mec
très connue dans le milieu parisien du cabaret, parce que c'est une époque où les artistes faisaient 5-6 cabarets dans la soirée, tu vois, donc c'était la grande époque du cabaret, des dîners spectacles, tout ça. À son âme, ma bonne vieille, pour Saint-Jacques, tu gardes des temps qui ont fui. Et donc il faisait ça comme métier, il chantait beaucoup parce qu'il aimait ça, dans la voiture il chantait en permanence, c'était un mec qui a adoré la vie, et je pense que la vie l'a adoré. Alors effectivement, bon, en tant que papa, est-ce que c'est le meilleur des papas? Je ne sais pas, c'est sans doute pas le pire, parce que même quand il est parti, c'est resté un pote pendant toute la vie, donc je pense que c'était un homme bien, une fois de plus c'était un mec qui était très certainement un gentil mec, comme la famille, quoi. Ça a toujours été des gens gentils, donc et c'est bien. Beaucoup de gens pensent que la gentillesse est une faiblesse. D'ailleurs, les femmes en abusent quand elles tombent sur des gens comme ça. Mais c'est totalement idiot, parce que c'est très certainement une des plus grandes forces. Être gentil n'est pas facile. Être méchant, c'est simple. C'est super simple. Quelqu'un te provoque, tu vas dedans. Être gentil, c'est extrêmement compliqué. Donc les femmes, je dis notamment. Sur Internet. On a l'exemple parfait sur Internet. Être gentil n'est pas simple. Non, il y a beaucoup plus de déferlement de haine et de méchanceté que de gentillesse. Et puis c'est peut-être pas naturel non plus, tu vois. C'est peut-être pas naturel la gentillesse. Peut-être que la méchanceté, la réaction violente et la méchanceté est peut-être plus naturelle que la gentillesse. La gentillesse, c'est peut-être un moment où tu te réfrènes en disant non, faut pas le faire, quoi, tu vois. Faut pas le faire, c'est nul, ça sert à rien.